Ok. Et si je vous disais que on pouvait faire de la documentation et que ce soit aussi fun que d'écrire du code? Vous me croyez pas, hein? Non, hein? C'est incroyable comme idée. Quelle idée stupide! Et qu'en faisant ça, on pouvait en plus améliorer la qualité de votre code? Non, fou, c'est n'importe quoi. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la documentation, ça a toujours été une source de frustration. Quand j'en ai besoin, elle est toujours manquante. Ou alors, je peux même pas lui faire confiance parce elle est en retard, elle raconte même pas la vérité. Et à l'inverse, quand c'est à moi de la faire, c'est vraiment ennuyeux comme boulot et je préférais passer mon temps à coder. Et vous êtes pareil, hein, n'est-ce pas? Mais on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça et en même temps améliorer le résultat de notre design et de notre code comme résultat. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis Siriux sur Twitter et je suis développeur depuis pas mal de temps. Et donc j'ai aussi créé la communauté Paris Software Craftsmanship il y a quelques années, qui s'est réunie encore hier soir à Devox, donc certains d'entre vous y étaient, pour parler comment être un meilleur professionnel pour faire du développement, du test-driven développement et toutes ces choses-là. Je suis aussi cofondateur de la société Arola, où on est fan de tous les trucs en DD, comme ici. Et donc, de la documentation, c'est aussi un terme en D d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on va parler de documentation, et j'en suis vraiment désolé, parce que la documentation, c'est quand même vraiment un sujet, excusez-moi le mot, chiant, vraiment chiant. C'est aussi un sujet qui tout de suite donne des images un peu négatives, quoi. Par exemple, perdre son temps à placer une image dans Word, comme là, c'est une blague. Hein. C'est supposé être une blague, ça. Merci. c'est surtout, quand on fait la documentation, a priori, c'est pas codé. Et on préfère coder. C'est aussi la documentation, un autre problème, c'est que moi je suis développeur, j'aime bien les trucs qui bougent. Le code c'est exécutable, on le lance, il fait des comportements, il nous raconte des choses, il calcule des choses, c'est dynamique. Et à la place, la documentation, en général, je trouve que ça ressemble plutôt à ça. C'est quelque chose de mort, c'est quelque chose d'inerte, qui vieillit, qui dépérit. La documentation c'est aussi souvent en retard, c'est obsolète, ça vous enduit d'erreurs. Et donc par exemple avec ce genre de documentation sur votre boîte de riz basmati. Alors, le pire, c'est que la documentation, c'est aussi quelque chose qu'on l'Agile nous a dit qu'il ne fallait pas en faire, hein, n'est-ce pas? Il y a dans le manifeste Agile, on nous dit qu'il faut faire working software plutôt que la documentation. Donc on en conclut qu'on ne fait pas de doc à la place, ça ne sert à rien. Donc je suis vraiment désolé, je dois vous présenter mes excuses d'aborder un tel sujet. La documentation, c'est vraiment pourri. Ouais, mais alors pourquoi t'en parles, Cyril? C'est vrai que je suis complètement heureux dans ma vie, tout va bien, je reviens de vacances, donc en Chine et à Hong Kong, j'adore mon boulot. Pourquoi je vais passer du temps à ruiner votre expérience, à ruiner votre DevOps avec ce sujet complètement pourri? Eh bien en fait, c'est parce que c'est pas une fatalité que ce soit tout pourri comme ça. On peut faire mieux, à condition qu'on commence à se poser la question de changer notre état d'esprit, changer la façon dont on pense la documentation. Et donc, on va adopter une nouvelle façon de penser et commencer par se poser la question, c'est quoi la documentation? Et j'ai envie de reformuler tout de suite cette question. La question, c'est pas qu'est-ce que la documentation, c'est la documentation, ça sert à quoi? C'est quoi le but? Et donc, évidemment, la documentation, c'est pas tout ça, fondamentalement. Ça sert à quoi? C'est quoi le but? Le but, c'est de passer du savoir d'une tête à une autre, ou d'une tête à beaucoup de têtes. Donc, c'est une question de transmission. On n'est pas tout seul sur un projet, on doit partager le savoir. Donc, la transmission, c'est aussi du savoir qui est dans la tête d'un développeur, dans la tête de gens techniques, et le passer à des gens qui ne parlent pas le même langage, qui ne comprennent pas forcément vos trucs techniques. Donc il y a aussi une question de rendre accessible une information, un savoir-faire. C'est aussi passer de l'information de la tête de quelqu'un tout de suite à la tête de quelqu'un plus tard. Donc une histoire de transmission dans le futur. On parle bien sûr de mémoire ou de persistance, donc enregistrer une information. On peut aussi parler de prendre une information et la diffuser à beaucoup de têtes. Et puis on peut aussi, bien sûr, il y a plein d'autres raisons de faire de la documentation, comme c'est obligé. La loi le réclame, l'équipe de compliance nous crie dessus parce qu'on ne fournit pas toutes les preuves qu'on fait du bon travail, et tout ça. Fondamentalement, donc, la question de la documentation, limite on s'en fout, la vraie question, c'est la question du savoir. Le savoir, c'est ça la vraie question, et c'est de ça dont on va vraiment parler aujourd'hui. L'information et le savoir, knowledge. Et donc ce savoir, il s'ensuit de ce qu'on vient de dire, là, que de l'information qui ne sert qui est pour le long terme, ou qui est critique, tout le monde doit absolument le savoir, sinon c'est grave, ou qui est pour beaucoup de monde. Alors là, on a vraiment besoin de réfléchir à faire de la documentation. Si on n'est pas dans tout ça, si on a de l'information qui est utile pour 2 jours, ou qui est utile pour très peu de monde, alors se passer du temps à s'occuper de documentation, déjà, c'est du gaspillage. On perd son temps, on n'a pas besoin. Donc la première chose, c'est de se remettre en question, est-ce que j'ai besoin de penser à l'intérêt de faire de la documentation?
Pour illustrer tout ça, on va commencer avec une petite histoire. Imaginez que vous êtes dans une entreprise avec un manager un peu comme ça. Ça n'existe pas, bien sûr, hein, c'est une pure expérience de pensée. Et ce manager, il vous demande des trucs du style « Donnez-moi, je voudrais une documentation, ce serait « That would be great ». Alors vous, dans votre réaction saine doit être quelque chose du genre « Pourquoi faire ?» C'est pour Sarah, elle arrive la semaine prochaine et on aura besoin de l'onboarder rapidement. D'accord. Alors la prochaine réaction à avoir, c'est « Est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce soit écrit ?» Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt passer du temps à discuter ensemble, répondre à ses questions, lui passer le savoir juste en ayant des conversations? Il s'avère que les conversations est le mode de passage, de transfert d'informations et de savoir qui est de loin le plus efficace, mais de très loin le plus efficace de tous. Pourquoi? La bande passante est énorme. Quand vous discutez, vous passez des tonnes d'infos super vite. C'est aussi interactif. Vous ne passez que l'info qui est nécessaire, parce que vous répondez à ces questions, vous découvrez au fur et à mesure ce que l'autre sait, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il a besoin de dire ou de ne pas redire. Donc en fait, c'est optimisé aussi sur le contenu. Et puis c'est juste à temps. En Agile, on adore ce principe, c'est que faire du travail à l'avance, c'est du gaspillage, parce qu'on va le stocker. L'idéal, c'est de faire les choses au moment où on en a besoin. Et donc les conversations font tout ça. Donc de loin, la première règle en transmission d'informations, et donc en documentation, c'est les conversations plutôt que tout le reste, plutôt que toutes les autres formes plus coûteuses, notamment d'écrit. Le problème, c'est que votre manager, à l'ancienne, qui n'a pas tout compris, il peut répondre dans ce genre-là. Oui, mais discuter, c'est pas travailler. Ça ressemble pas à du travail. Oh, il y a un problème là. Le problème ici, c'est qu'en fait, c'est pas une question de documentation. La documentation est un prétexte. Le problème, c'est que ça manque de confiance entre vous. Le manager, il vous fait pas confiance. Il pense que si on vous laisse discuter entre vous, c'est du bavardage, vous allez vous amuser. Donc là, il y a un problème beaucoup plus grave, et la documentation n'est qu'un symptôme. Alors, à la place, plutôt que juste des conversations, il y a des formes qui peuvent par contre lui plaire un petit peu plus malgré tout, même si on doit rester dans cet environnement qui est fondamentalement dysfonctionnel. C'est par exemple de dire, on va parler et en même temps on va coder, donc on va faire du pair programming, ou même du mob programming. Vous en avez beaucoup entendu parler à Devoxx cette année, c'est chouette. Plus on y essaye, plus tout le monde dit c'est cool, et plus on va encore en parler, c'est-à-dire la définition, toute l'équipe qui travaille sur un seul clavier, sur une seule tâche, ensemble, sur un seul écran, pour résoudre un seul problème. Et ça marche pas mal du tout, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas juste en train de produire, vous êtes en train d'échanger l'information. Et vu comme ça, c'est un investissement de documentation aussi et de formation interne. D'un coup, ça paraît plus raisonnable dit comme ça. Travailler ensemble, c'est de la documentation, c'est une forme extrêmement efficace de documentation, c'est de la conversation, et donc c'est très efficace. Alors bien sûr, c'est pas tout. Ensuite, il y a des traces, le code et la documentation. Ça passe aussi, c'est aussi par rapport à du code. Le code, souvent, on a ce genre de choses avec des tas de lignes de commentaires et des lignes de commentaires qui n'aident pas beaucoup. Ici, par exemple, ici, la valeur ajoutée de nos commentaires, non seulement elle est nulle, mais en plus, ça nous donne ça contourne, ça compense, ça tente de compenser des problèmes. Ici, mon commentaire, il tente de compenser le fait que mes types ne me donnent aucune information et le fait que ma variable est très mal nommée, par exemple. Tous ces commentaires, à peu près 9 sur 10, en fait, on devrait en avoir honte. Chaque commentaire nous dit que, ici, tu t'es merdé et tu as essayé de compenser avec un commentaire à la con. C'est des shameful comments. Donc on devrait en avoir honte, en fait. Je vous invite à demain à regarder les commentaires dans le code et à vous dire à chaque fois, celui-là, est-ce que j'en suis fier? Non. Comment je le remplace? Alors, vous ne savez peut-être pas comment remplacer, mais certains savent. Vous cherchez sur Internet, vous demandez à des craftsmen, ils vous diront, là, c'est simple, tu retires le commentaire, tu types ton objet, c'est pas une string, c'est un contact, et tu nommes ta variable correctement, tu as dit la même information, il n'y a pas besoin de commentaire. Petit exemple, ça c'est très concret tout ça. Le code est de la documentation. Le deuxième message, très important. Donc j'ai bien conscience qu'on ne fait pas 100% avec le code, malheureusement, les langages ne le permettent pas aujourd'hui, mais on peut aller quand même très 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 loin, et en tout cas, vous avez beaucoup moins besoin des commentaires libres que vous le croyez. Donc là, c'est un exemple de ce qui a été écrit sans commentaire avec un code meilleur. Mais on ne va pas passer le temps de le regarder. L'autre façon, c'est bien sûr, c'est que tout le nommage, notamment tous les nommages de classe, interface, enum, raconte votre histoire, raconte du code, raconte votre métier, par exemple. Donc c'est encore un exemple où on peut raconter aussi le métier, littéralement dans le code. Et j'en parle beaucoup quand je parle de domaine-driven design dans d'autres sujets. Donc je répète encore, le code, c'est de la doc. Et un moyen de savoir si mon code est vraiment très bon, et en termes de documentation métier, c'est de lire le code et de voir est-ce qu'en lisant le code, vous apprenez le métier, vous comprenez comment votre métier marche.
Vous comprenez, est-ce que vous, en lisant le code, vous comprenez comment marche votre police d'assurance? Est-ce que vous comprenez comment ça marche votre calcul de finance, votre swap, par exemple, etc. Donc à ce niveau-là, vous savez que moi je suis un petit peu radoteur sur Domain Driven Design, donc j'ai envie d'en parler aussi un petit peu ici, même si ce n'est pas le sujet. Quel rapport avec DDD tout ça? DDD, c'est investir sur le savoir métier, bien entendu. Et donc, quand on a un savoir métier, le problème, bien sûr, c'est que ce savoir métier, on ne le trouve pas facilement. Et donc, on le trouve par exemple en faisant des sessions d'event storming. Qui a entendu parler d'event storming déjà? Event storming, c'est pas vraiment, je suis épaté en fait, c'est super. Il y en avait hier, il y en a eu même dans improvisé dans les couloirs. Vous l'avez appris à Devoxx d'ailleurs? Vous avez découvert à Devoxx? Vous connaissez un peu avant? Ça, c'est super puissant. Moi, je le vois, je fais pas mal de consulting aussi. Quand j'arrive dans une équipe, 2 heures d'event storming, d'un coup, on découvre un métier super vite. C'est ultra efficace. Donc, on met des post-it sur le mur, mais bon, il y a un peu plus que ça quand même. J'ai pas le temps d'en parler, mais regardez, informez-vous sur l'event storming, c'est une technique super puissante. Non, aujourd'hui, j'ai envie d'insister sur une technique qu'on fait presque jamais, qui consiste à dire, pour apprendre le métier, je vais aller sur le terrain. Donc, imaginons qu'on travaille dans la gestion de flotte avec des véhicules qui livrent des colis. Et on va aller dans l'entrepôt, on va aller voir les camions, les vrais camions en métal avec de l'essence à l'intérieur. On va aller voir dans l'entrepôt les gens qui portent des colis avec leurs bras. Ouais, ils se transpirent un peu des fois. On va aller voir comment ils travaillent, leur poser des questions, regarder les outils qu'ils utilisent et s'apercevoir que, ah oui, c'est moi qui ai développé ça, et on galère quand ils s'en servent. Donc tout ça, c'est une façon de gagner de l'information pour ceux qui y sont allés. Et donc, si on vous demande de passer cette information sous forme de documentation, on pourrait très bien remplacer ça aussi par un séjour systématique de tous les nouveaux qui arrivent, leur dire tu vas passer une demi-journée dans l'entrepôt pour aussi te faire ta propre expérience et apprendre toi-même le métier au contact. C'est juste un exemple. En fait, ce que j'ai envie d'insister, comme sur le message sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que la documentation, souvent, on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux qu'un papier que vous n'allez même pas lire ou qui va être vraiment pas clair. Ok, oui, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il est toujours là, lui. Il insiste. Il veut sa doc. Donc, voilà, j'ai compris mon métier. Comment je fais pour le préciser? Je vais toujours éviter quand même. Je vais encore essayer d'éviter de l'écrire sur un article avec plein de textes à y rédiger. Tout ce qu'on a découvert, on va chercher une autre façon de le montrer. Vous avez peut-être vu dans des séries de crime scene investigations, les enquêteurs, ils mettent tout ce qu'ils ont trouvé, les indices, ils le mettent sur le mur. Et donc, on appelle ça un investigation wall ou un obsession wall. On peut faire pareil pour vos découvertes métiers. Toutes les traces que vous avez trouvées en explorant le métier, vous les collez au mur. Et comme ça, même dans l'équipe de développement, dans le plateau, à côté de votre équipe, il y a une ambiance métier. Et vous vous sentez dedans, ça vous rappelle tous les jours qu'on ne travaille pas du software pour du software, mais qu'on travaille pour un métier avec des camions, et parfois des camions qui crament. Ça arrive vraiment. Et des cartes d'essence aussi. Voilà. Donc ça, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que tout ce savoir-faire, tout ce savoir-là, il est stable. Il est stable parce que c'est du savoir métier qui est fondamental, c'est vraiment les bases. Une carte d'essence est une carte d'essence et ça restera vrai dans 10 ans et ça marchera à peu près pareil dans 10 ans. Quand on est dans cette situation, on a du savoir qui est très très stable, on est sur un cas ultra facile. On est sur le cas où on peut faire ce qu'on appelle des evergreen documents, des documents qui, une fois écrits, est toujours vrai. Et donc, c'est super cool parce qu'on n'a pas besoin de le maintenir. Je ne sais pas vous, mais moi, la dernière des choses que j'ai envie de faire, c'est de passer du temps à maintenir de la documentation. J'ai vraiment pas envie de faire ça. L'Evergreen document, je l'écris une fois, ou je le colle au mur, ou n'importe quoi. Je fais comme je veux, en fait. Mais j'ai plus besoin d'y revenir, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai, par contre, il faut faire attention que on a vite fait de mettre des infos qui changent vite au milieu des infos qui ne changent pas vite. Et donc là, ce que j'ai envie d'insister sur, ne les mélangez pas. Ce qui est stable, laissez-le dans un document stable, et vous n'aurez jamais besoin de revenir à ce document-là. Et tout ce qui bouge, mettez-le ailleurs. Qu'est-ce qui bouge en vrai? Tout ce qui est marketing. C'est le boulot du marketing de renouveler sans arrêt tout, les noms, les marques, les noms de produits. Qu'est-ce qui bouge en vrai? Les noms d'entreprises, les gens, les entreprises, fusion, acquisition, tout ça, ça n'arrête pas. 1 an et demi en moyenne, 2 ans, 3 ans, votre nom. Il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui ont des noms de classe, des noms de package, qui commencent par un nom de société qui n'est plus le nom de votre société aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ultra fréquent, ça. C'est ballot, mais là, on a mélangé un truc qui change tout le temps dans du code qu'on n'a pas envie de changer tout le temps au niveau des packages. Enfin, en fait, on pourrait tenter de renommer quand même. Mais faites gaffe à tout ça, les dates, les gens, le nom du project manager. Si vous mélangez ça dans de l'info stable, elle ne devient pas stable. C'est ballot. Alors, bon, tout ça, c'est cool pour l'information qui est stable, qui ne bouge pas. Mais comment on fait pour les comportements métiers, par exemple? Parce que vous savez bien que les comportements métiers, les experts métiers ne changent jamais d'avis sur les règles métiers.
Non, non, si. Ouais. Donc là, la solution, elle existe, elle s'appelle BDD, Behavior Driven Development. Et donc, je vais rappeler rapidement, mais ça, c'est des choses que vous pouvez trouver tout cru, tout frais dans la littérature. Et donc, on va utiliser des scénarios, donc des conversations d'abord, qu'on va ensuite matérialiser sous forme de texte, par exemple pour utiliser par des outils plus tard. Mais vous pouvez le faire par email aussi. Et on va commencer donc dans cet usage traditionnel, classique de BDD, avec un langage Gherkin en support. On va surtout essayer de garder l'intention, le contexte, qu'on met tout en haut, et qui va nous dire à qui ça sert, pourquoi faire. Ça, c'est très important. Parce que quand vous codez, Joël Swosky l'a rappelé hier, vous prenez des décisions tout le temps, et si vous prenez ces décisions dans le bon contexte, en ayant en tête à qui ça sert et pourquoi, vous êtes plus pertinent dans chacune des micro-décisions que vous prenez tout le temps en développant. Donc le contexte est vital. En termes d'information, en termes de documentation, à quoi ça sert, pour qui, c'est l'info la plus importante, et c'est celle que le code vous dira jamais, justement. Ensuite, pour être sûr d'être compris, rien ne vaut des exemples concrets, je le répéterai jamais assez. Et donc ici, par exemple, on va décrire des scénarios avec des chiffres à l'intérieur qui nous disent, quand j'ai un véhicule, on est sur le business des cartes d'essence, donc on cherche des anomalies, peut-être les tricheurs dans les chauffeurs qui peuvent tenter de voler de l'argent ou de l'essence. Si j'ai un véhicule avec 48 litres d'essence et que j'ai un chauffeur qui me donne une transaction de carte d'essence pour 52 litres, il y a quelque chose qui cloche. Ça se lit ici dans le scénario. Même vous ne connaissez rien au métier il y a 2 secondes, vous lisez ça, vous comprenez parce que c'est concret, ça vous parle dans des mots de métier. Il y a zéro bruit technique, ça s'apprend très très vite. Donc les exemples concrets, c'est une forme classique très, très efficace pour passer du savoir. Alors il y a un truc qui ne vous a pas échappé, c'est quand on fait ce genre d'approche, on décrit le comportement métier sous forme de scénario ici, mais il y a aussi le code à côté qui le fait, ce comportement métier. Donc l'information de comment ça se comporte, elle est là 2 fois. En anglais, en langage à peu près naturel, Gherkin, et en code à côté, donc il y en a une redondance. Alors la redondance, moi j'aime pas du tout ça. La redondance, qu'est-ce qui se passe si on change d'un côté et qu'on oublie de changer l'autre? Lequel a raison? Comment savoir que ça a changé et comment savoir que les deux ne sont pas d'accord? Et bien là, le problème est résolu parce que depuis quand même quelques années, on a des outils magiques comme Cucumber et SpecFlow. Et qu'est-ce qu'ils font ces outils? Vous pensez à eux comme des outils de test. Mais ces outils, ils lisent le langage naturel ici, ils le parsent, ils extraient les valeurs, ils lancent le code correspondant. Et comme vous avez mis aussi dans ce texte les résultats que vous attendez, ils vérifient que le résultat du code correspond. En fait, ces outils sont des outils qui font de la réconciliation entre les deux côtés. Ça veut dire que vos scénarios, si vous les considérez comme de la documentation écrite, ils peuvent changer comme ils veulent, le code peut changer comme il veut, vos outils Cucumber ou SpecFlow vérifient que les deux sont d'accord, à chaque instant, build à build, et dès qu'ils ne sont pas d'accord, ils vous disent « rouge », ça casse, ça casse. C'est quand même chouette quand même quand on y pense. On a un moyen de tester la documentation, de vérifier qu'elle est en synchro avec votre code. Enfin, moi, je suis épaté quand j'y pense. Vu comme ça, c'est épatant. Il y a 10 ans, j'aurais jamais rêvé d'avoir ce genre de mécanisme disponible. Donc là, là, on est sur ce qu'on appelle de living documentation, le mot vient de là, appliqué au comportement qu'on décrit par des tests. Des scénarios, pardon, qui servent aussi de tests. Donc c'est de la doc, c'est des tests, c'est tout à la fois. C'est aussi les specs quand le code n'est pas encore là. Et donc la living documentation, à partir de ce genre d'idées, ma recherche, c'est de prendre ce genre d'idées et de les généraliser à autre chose que juste les comportements métiers. Entre parenthèses, quand vous faites du BDD de cette façon, donc BDD c'est vraiment les conversations, mais quand vous faites du Cucumber ou du SpecFlow derrière, si vous avez d'autres informations à mettre, vous pouvez les mettre directement dedans, en texte libre. On peut mettre n'importe quoi entre le haut et les scénarios qui suivent. Mais les outils peuvent l'ignorer, mais c'est un endroit où ça veut dire que vous pouvez tout colocaliser au même endroit. Ça veut dire que quand vous changez une formule, par exemple, vous changez les scénarios en même temps, vous avez plus de chances de penser aussi à mettre à jour la formule qui est juste à côté, parce qu'elle est juste à côté. Loin des yeux, loin du cœur, là on s'appuie sur ce genre de choses. Mais ce n'est pas garanti, par contre, ça reste du texte libre. Mais c'est juste, quand on pousse l'approche à l'extrême, on peut dire que ces scénarios sont l'endroit unique où on met tout ce qui décrit le comportement métier. Donc ça peut être votre repository central qui fait référence de spec. Et tout ça, c'est versionné dans votre source control, dans le même source control que le code, dans sa même version, commit après commit. Tout reste synchro. C'est assez magique aussi, ça. Quand vous faites, avec ce genre d'outils, vous pouvez aussi aller plus loin, utiliser des tags pour catégoriser le savoir. Et dans un projet qui grossit très fort, comme un bon projet qui réussit, en général, il grossit très fort, en mettant ce genre d'infos, là, on classe la documentation. Et ces tags sont tellement importants que
j'ai envie de dire, c'est de la documentation aussi. Ces tags représentent aussi du savoir. Le fait de dire que cette histoire est dans telle catégorie, c'est de l'information aussi. Le deuxième effet qui se coule, bien sûr, c'est que plus vous mettez de tags, etc., plus vous faites des scénarios très lisibles qui parlent le métier, plus vous pouvez ensuite utiliser ce genre d'outil comme Pickles, qui vous fait un site web à partir de tous vos scénarios Cucumber ou Specflow. C'est un site web interactif avec un moteur de recherche intégré, et vous pouvez poser des questions. Qu'est-ce qui parle de taux d'intérêt? Ploum, il sort tous les scénarios qui parlent de taux d'intérêt. Mais il y en a trop. Heureusement, vous avez prévu le coup. Les scénarios les plus importants, vous les avez tagués comme VIP ou comme cas nominal. Ce qui fait que vous pouvez chercher, donne-moi tous les scénarios qui parlent de taux d'intérêt et qui sont les nominaux, les cas nominaux. Ou alors à l'inverse, les cas d'erreur. Et par filtrage, vous allez trouver juste ce qui vous intéresse et réduire le nombre de résultats. Ça veut dire que vous avez une doc interactive on n'est pas sur de la conversation, mais on commence à retrouver un peu d'interactivité. Si vous avez aussi bien rangé vos scénarios dans des folders, bien nommés, bien structurés sur des termes métiers, vous avez les chapitres de votre doc qui vont avec, ici à gauche, donc le menu, là, c'est le chapitre. C'est les chapitres de votre doc, classés par zone, tout ce qui parle de discount, tout ce qui parle de paiement, shopping cart et compagnie, par exemple. Et si jamais vous avez des collègues comme des départements compliance qui réclament d'avoir tout ça en PDF, et bien mon collègue génialissime Arnaud Loyer, donc lui sur Twitter, a prévu le cas pour vous. Il a fait tout le plugin qui va bien pour générer un PDF à partir de tout ça, avec les bas de page et le nom de la société en bas de page. Et les départements compliance des grosses entreprises adorent ça. Ils ont une qualité de spec bien supérieure à ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir avant. Et ils ont ça à chaque build. À chaque build, vous pouvez leur renvoyer le nouveau PDF de 50 pages. Ah, ils voulaient du truc à jour, ils l'ont truc à jour hein, maintenant. Poum, 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 poum. Donc c'est un moyen de comprendre aussi que le PDF, c'est peut-être pas le meilleur format pour faire ça désormais. Bon, allez, on retourne au travail. On a notre système de gestion de flotte à faire. Et on a un algo de détection de fraude un peu compliqué là. On doit le mettre en œuvre et ça fait intervenir pas mal de services autour. Il faut vérifier la position, la géolocalisation, etc. Donc on prend un petit crayon, puis on prend le code, on alterne entre le sketching et le crayon. On va juste s'arrêter là parce que ça sert à rien d'investir dans des gros outils lourds. Le petit diagramme sur un coin de nappe, c'est parfait pour documenter ce qu'on a besoin de regarder à un instant donné pour répondre à une question précise. Il s'avère que la plupart des diagrammes ont une durée de vie extrêmement courte. Vous les utilisez le temps de réfléchir, vous décidez, vous codez le résultat, vous jetez le diagramme. Il ne servira plus. Ça veut dire qu'un moyen rapide comme le gribouillage, c'est parfait. Alors de temps en temps, il y a un diagramme, vous le réutilisez le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis vous dites finalement j'aimerais bien le garder un peu plus propre. Donc là vous êtes tenté par les gros outils complètement infernaux avec des licences, et au fait qui sait quel jeton, flûte, etc. Bon. Je vois que ça... Eh bien laissez tomber, on peut faire des choses beaucoup plus light aujourd'hui, ça ne manque pas, les frameworks, les petites librairies pour faire ça ne manquent pas, je pense à Dita, des trucs comme ça. Et vous pouvez aussi utiliser Diagrammeur, donc qui n'existe plus malheureusement, mais c'est très facile à refaire. J'ai le code sur GitHub qui permet de refaire ça. Vous décrivez votre histoire sous forme de petites phrases. Les phrases ont toutes la même structure, hein. C'est machin, quelque chose qui fait quelque chose, à truc. Et ben ça c'est directement la représentation d'un graphe sous forme texte. Et donc à partir de ça, il suffit de le parser, prendre les deux bouts, et de traduire ça et d'envoyer ça à un générateur de diagrammes, donc dot par exemple, graphviz dot, qui va me faire le layout pour vous. Donc vous n'aurez pas 3 heures à passer, à déplacer, le mettre pour mettre plus à gauche et éviter que les flèches se croisent, etc. Il fait ça tout seul. Et donc vous générez ce genre de diagramme qui raconte un peu le déroulement de ce qui va se passer, de ce qui se passe dans votre petit algo ici. Ce qui est marrant, c'est que la même description se traduit aussi peut aussi se représenter sous forme de diagramme de séquence. C'est la même chose. Le même fichier texte, vous pouvez le visualiser de plusieurs façons. Si vous êtes développeur, vous n'avez peut-être même pas envie de le visualiser. Vous lisez le texte et vous l'avez dans votre tête. Donc, on gagne du temps encore. Mais si vous avez besoin de le rendre accessible, vous pouvez avoir envie de traduire de l'info texte en info visuelle pour réfléchir autrement ou pour le partager avec quelqu'un d'autre. En tout cas, en alternative aux gros outils lourds, à chaque fois qu'on peut revenir à du plain text, on gagne. On gagne très fort. On gagne très fort parce que vous pouvez les differ quand vous committez. C'est très léger. C'est du texte simple, vous les éditez dans n'importe quel outil, votre éditeur préféré. Et si vous avez un peu de chance, même quand vous renommez un concept dans votre code, si l'éditeur le trouve dans votre fichier plain text, il peut peut-être vous proposer de le renommer aussi. Ce qui va encore simplifier la maintenance globale. Ça, c'est cool. Donc vous voyez à ce niveau, à ce point du talk,
vous sentez que je suis un petit peu obsédé par les choses qui changent moins, les choses qui changent très très vite. En fait, c'est la vitesse de changement de l'information qui est le sélecteur principal pour décider quelle stratégie de documentation je vais prendre. Pour ce qui bouge extrêmement vite avec une durée de vie courte, la conversation est imbattable. Pour ce qui change jamais, vous faites comme vous voulez, wiki, tout ça, ça marchera toujours, à condition de le garder bien evergreen. Et pour le reste, qui change régulièrement, eh ben, on prend des tactiques style Cucumber, etc., qui va nous garder la synchro, ou du texte qui va se refactorer tout seul avec vos outils. Donc là, c'est la petite, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, donc c'est la petite pause de chaton. Voilà, j'ai fait le coup hier, je le refais aujourd'hui. Vraiment, j'ai aucun complexe. Ça me permet de souffler, en fait. Donc, là, je vais revenir encore à ma marotte, un tout petit coup de DDD. Un reproche qu'on fait couramment à mon sujet préféré qui est DDD, c'est que c'est super abstrait et donc très très dur à comprendre. Et puis, quand on demande des exemples, on a du mal à les montrer, on a du mal à montrer en vrai à quoi ça ressemble. Et par exemple, la définition de bandit de contexte, c'est pas réellement comme ça qu'on comprend les bandits de contexte, c'est pas en lisant ce texte. D'ailleurs, ça montre à quel point la documentation d'ailleurs est limitée. Le texte est un mauvais vecteur pour beaucoup de choses. Et le langage omniprésent, le langage métier qu'on met partout, comment on concrétise tout ça pour de vrai? Et quand on le voit pour de vrai, on comprend mieux ce que c'est aussi. Où est-ce que je fous tous ces trucs? Donc on va commencer par le premier exemple, je vais parler comment je fais des bandits de contexte, comment je les représente dans le code. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les bandits de contexte, c'est pas grave du tout. Vous remplacez par module et ça marche pareil dans notre contexte ici. Ce qui d'ailleurs, bon, c'est un humour récursif. C'est donc vous remplacez par module et donc vous travaillez avec des modules. Comment vous représentez vos modules dans votre code? En fait, si vous le faites proprement, les modules que vous avez dans votre tête qui découpent votre métier, vous l'avez fait pareil dans le code. C'est-à-dire que c'est juste la même découpage. Donc vous avez des packages, des namespaces en C#, qui représentent, ou des découpages projets dans Maven, qui représentent votre découpage métier. Le problème, c'est que ce découpage dans votre code, il est plutôt implicite. Vous savez très bien pourquoi c'est découpé comme ça, mais les autres qui débarquent, ils voient que c'est découpé comme ça, certains reconnaissent, d'autres ne reconnaissent pas. Ils disent c'est découpé, c'est tout, c'est découpé, quoi. On ne savait pas pourquoi. Donc pour le rendre explicite, il manque un petit peu d'infos. Et donc il nous faut augmenter le savoir. Le savoir, il est déjà là, le découpage est là, il est dans le code. Il est déjà découpé, le code. Il manque juste de savoir pourquoi je l'ai découpé comme ça. C'est quoi ma logique de découpage? Et ça, je peux le faire, par exemple, avec des annotations. Vous savez qu'en Java, on peut créer nos propres annotations pour faire n'importe quoi. En général, on s'en sert pour programmer à la place d'écrire du code Java. Mais là, on va s'en servir juste pour décrire une information à la destination de nos collègues. Elle ne sera pas utilisée par des machines pour exécuter quelque chose. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Et donc, je crée, par exemple, mon annotation bandit de contexte. Je mets quelques infos dedans. Je documente ce que c'est, avec un petit résumé du concept. Et ensuite, je peux m'en servir pour dire ce package correspond à un bandit de contexte. Tout ce qui est dedans, ça correspond à mon module, à ce module particulier. Je mets un commentaire dessus. Ça, c'est un point que j'adore en Java, c'est qu'on peut mettre des annotations sur les packages, mettre des commentaires Javadoc sur des packages, et si on les soigne, c'est un excellent endroit pour expliquer la structure qu'on a donnée à notre code et comment on l'a découpé. Par exemple, sur le critère métier, on dira ici, donc ici, ce module représente tout ce qui parle de monitoring de carte d'essence. À l'intérieur, tout est ici. Carte d'essence, c'est ici. Ailleurs, c'est autre chose. Alors c'est déjà dans le nom du package. Ce qui n'est pas dans le nom du package, c'est que c'est vraiment... Le problème, c'est qu'à l'intérieur, il y a aussi plein d'autres packages qui ne sont pas des bandits de contexte. C'est juste des modules. Bon alors, on joue sur l'ambiguïté, mais bon, un bandit de contexte, c'est un module avec quand même une intention particulière. Alors si on ne connaît pas ce concept, vos collègues qui ne connaissent pas, en plus, ils arrivent sur le code, ils voient la notation, ils s'intriguent. Ils mettent la souris dessus et hop, il y a une petite explication qui arrive. Ou bien je comprends du premier coup, ou bien je ne comprends pas du premier coup. Si je ne comprends pas du premier coup, ça tombe bien, dans le Javadoc, là, il y a un petit lien. Pour en savoir plus, je suis un développeur curieux, j'ai envie de comprendre ce que c'est, je clique, j'approche mon petit doigt tout boudiné sur la souris, et je clique. Hop, j'arrive chez Martin Fowler. Parce que Martin Fowler, il explique mieux que tout le monde, n'importe quoi de compliqué et d'abstrait. Et donc là, je comprends, j'apprends, je découvre, je me forme sur le tas en travaillant sur le code au fur et à mesure que je le rencontre. Moi, j'appelle ça apprendre on the job. C'est de l'apprentissage embarqué dans votre base de code. Ça, c'est cool. Ça veut dire que vous pouvez préparer des parcours de training pour vos collègues en mettant des petits cailloux comme ça, sous forme d'annotation, qui balisent le chemin pédagogique. C'est quand même marrant comme idée.
Alors ensuite, le langage du métier, que j'ai mis tant de temps à travailler, qui évolue tout le temps. En plus, le langage évolue, hein. Donc on renomme sans arrêt des classes. Comment je le représente? Alors on l'a déjà vu, les noms d'interface, les noms de classe, les noms d'énum. Et puis donc, ça marche pour tous les concepts métiers sont là. Le problème, c'est qu'il y a des fois un petit concept qui n'est pas métier dans le tas. Donc là aussi, on peut utiliser des annotations pour définir ce qui n'est pas métier, ou à l'inverse, ce qui est métier, ce qui permet d'éliminer les autres. Et quand on fait ça, on peut ensuite aller plus loin et donc générer le glossaire du langage métier. Si on y pense bien, en fait, le glossaire métier, si j'ai bien fait mon boulot, il est dans mon code. Pour chaque mot, j'ai une classe avec le même nom. Et elle a un commentaire qui explique ce que c'est. Toute l'info est déjà là. Tout ce qui manque, c'est que je n'ai pas besoin de scanner toutes les classes une par une pour aller lire tous les commentaires. Je voudrais tout rassembler dans un document. Et comme ce document il doit bouger à la même vitesse, j'ai envie d'automatiser ça. Donc je vais faire une moulinette. Enfin, je l'ai fait déjà beaucoup depuis très longtemps. Ça marche, c'est très facile à faire avec Doclet par exemple. Vous scannez votre code, vous ignorez tout ce qui n'est pas métier, grâce aux annotations, packages, etc. Enfin, vos règles à vous. Tout ce qui est métier, vous le gardez, vous l'extrayez, vous générez du Markdown et le tour est joué. Ensuite, vous faites un rendu PDF si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. Et ça vous donne un truc comme ça. Donc si on zoome un petit peu dessus, là on voit si on a un projet avec 3 gros modules, 3 bandits de contexte qui parlent de 3 zones métiers, bah notre glossaire il est aussi découpé comme ça. Ça tombe bien parce qu'on avait aussi donné l'information dans le code où étaient les gros modules. Notre glossaire peut l'utiliser pour pour structurer son glossaire. Ça tombe bien. Alors ce que vous n'avez peut-être pas vu aussi, c'est que en plus on récupère le commentaire que j'avais mis sur le package ici. Donc, le glossaire récupère aussi même le commentaire du package pour décrire toute cette zone métier, parle de ça. On n'avait peut-être pas vu, c'est que j'avais ajouté aussi une annotation core concept sur certaines classes pour dire ce concept-là, il est vraiment important, particulièrement important. C'est un des patterns de DDD, ce truc-là. Ce qui permet pour mon glossaire de faire le tri entre ce qui est très important et ce qui est moins important. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous commencez à lire le glossaire, vous avez le plus important qui est rassemblé dans une zone au début, et puis ensuite il y a les 47 autres concepts qui sont derrière. Si vous n'avez pas le temps, vous lisez les trucs plus importants, et le reste, vous n'avez pas besoin d'aller voir. Et bien sûr, donc le glossaire, là, ça vient des Javadocs. Ça veut dire que votre Javadoc, quand en pratique, vous générez votre glossaire, ensuite vous allez corriger certains Javadocs pour qu'ils soient beaucoup plus naturels dans votre glossaire. Mais c'est un exemple justement de comment vous allez améliorer le code à partir de la doc. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi fait en Excel. Générer un Excel qui donne la doc, le glossaire de référence plutôt, et générer chaque semaine, on l'envoyait au client direct, sans aucun post-processing. C'était une grosse banque dans un autre pays, et ça leur donnait une doc métier extraite directement du code Java. Bon, alors oui, mais bon, c'est gentil Cyril, tu as parlé de plein de trucs, mais on n'a pas parlé de design à ce niveau-là. Et il nous demande une doc de design. Alors, on va prendre un exemple. Dans les projets où j'interviens, souvent, on fait l'archi hexagonale, bien sûr. Vous aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc, l'archi hexagonale, vous vous rappelez, il y a un dedans, un dehors, et puis des adapteurs à l'extérieur. Comment je documente ça? C'est facile, c'est finalement, regardons de plus près. C'est quoi l'archi hexagonale? Est-ce que j'ai besoin de raconter ce que c'est que l'archi hexagonale? Pas du tout. La littérature le fait déjà. Alistair Cockburn, qui a inventé le terme, il l'a déjà écrit sur son blog il y a plus de 10 ans. Plein d'autres le font aussi. Donc, j'ai juste à mettre une URL, à pointer vers leur travail. Donc, en fait, ça, c'est de la doc déjà faite. C'est du ready-made documentation. On est vraiment feignant à chaque instant, on veut être feignant. Tout ce qui existe déjà, je n'ai pas besoin de le redire. Ils le disent très bien, beaucoup mieux que je pourrais jamais le faire. Je référence. L'autre chose, c'est que si j'ai vraiment appliqué mon archi hexagonale, je l'ai fait proprement, elle est aussi là. Le découpage, le dedans, le dehors, c'est 2 packages à l'intérieur de mon module. Le truc, c'est que c'est encore implicite. Si vous ne connaissez pas l'archi hexagonale, ou si vous ne reconnaissez pas dans les packages lesquels forment l'intérieur, lesquels forment l'extérieur, tant pis pour vous. C'est pour ça que j'ai envie de... Là, on va encore une fois, on va augmenter notre code pour être complet, pour être 100% explicite sur toute l'information complète. Il manque que 1%. Il manque même pas 1%. Et donc ici, le 1%, on va le faire avec des conventions de nommage, par exemple, le package. On va dire par exemple que tout ce qui est point domaine, ou tout ce qui sera l'intérieur, tout ce qui est point infra sera l'extérieur. Enfin, pour être honnête d'ailleurs, une fois que vous avez décrit l'intérieur, le reste c'est l'extérieur. Il n'y a pas besoin de convention sur le reste. Donc c'est un moyen facile, on aurait pu le faire aussi avec des annotations. Vous le faites avec le moyen de votre choix, dans le langage de votre préférence. Ça nous permet ensuite... Donc là, l'information, elle est là. Et si ça ne suffit pas, pour les développeurs de l'équipe familier, ça peut suffire. Si vous devez partager si vous avez besoin d'un diagramme pour quelqu'un d'autre, ou même pour vous réfléchir visuellement,
Alors là aussi, on va passer à un diagramme vivant. Vous avez compris le principe, on scanne le code, on comprend les annotations, ou on comprend la convention de nommage des packages, et on regarde le métamodèle, c'est très facile à faire. On génère le diagramme avec dot, cette fois-ci, encore une fois, GraphViz, et on trouve un truc comme ça. Donc là, vous reconnaissez l'exemple de l'année dernière à l'université d'Evox sur le sujet. Donc là, une petite vidéo sert à illustrer que mon générateur, là, c'est un petit test unitaire en Gunit. Je le lance, il scanne tout, il scanne le code Java, c'est vraiment facile à faire de scanner du code Java en Java. Il génère donc on rafraîchit le projet parce que là j'utilise Eclipse, bien sûr, je suis fan d'Eclipse moi. Ouh, non, c'est même pas. Mais j'utilise vraiment Eclipse en plus. Donc ça génère un fichier texte, vous avez vu là, pour Dot, on lui passe un fichier texte. Et ensuite, Dot fait le rendu en image, de tous les formats de votre choix. Et donc ce qu'on a peut-être aperçu ici, c'est qu'on avait donc le mot, j'ai trop baratiné, là on va renommer une classe, le sentiment history va devenir trend, et donc on rejoue, on relance le générateur du diagramme, et le nouveau diagramme, bien sûr, va avoir le nouveau terme qui apparaît, renommé. Ça veut dire que vous avez des diagrammes qui changent, qui évoluent en nommage, mais aussi en forme. Au fur et à mesure, vous ajoutez des éléments, vous en retirez. Donc vous pouvez refactorer aussi souvent que vous le souhaitez, le diagramme reste à jour. C'est exactement c'est pour ça qu'on l'appelle un living diagramme. L'important quand on fait tout ça, c'est qu'il faut filtrer l'information parce que sinon on finit avec des trucs comme ça. Et ça sert à rien. Trop d'infos, c'est comme pas assez d'infos. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que quand je fais un diagramme, il doit raconter une histoire et un seul but. Là, on va passer à plein d'autres exemples très très vite. En fait, je manque de temps. Et donc on peut laisser ici, c'est par exemple un exemple comme un trekking, un sentier de trekking, vous mettez des marques sur le sentier qui permettent de dire, voilà une visite guidée qui traverse l'application, juste en laissant des annotations à intervalles réguliers qui servent à illustrer une visite guidée. Toujours avec des annotations à certains endroits sur les extérieurs du système, on peut documenter l'écosystème, mon système et tous les autres trucs auxquels il parle. Encore une fois, on cherche à ce que ce soit résistant au refactoring. Si vous faites de l'event sourcing, vous avez peut-être ce genre de test. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, générer des diagrammes à partir de ça parce que toute l'info est dedans. On peut même faire des trucs runtime. Par exemple, transformer un test qui génère une image pour que ce soit plus clair de comprendre ce qui se passe. Ou carrément générer des formules pour montrer comment votre programme a décidé de calculer en générant du LaTeX et en faisant un rendu. C'est des choses avec lesquelles j'ai beaucoup joué dans le passé. Donc on peut faire plein d'outils, s'amuser, générer all the things, générer toute la documentation. Ça évite de travailler en même temps, on s'amuse à faire de la doc. Ça évite de faire du code de prod. Alors à ce niveau-là, un petit doute quand même, ça ressemble à du MDA. MDA, ça rappelle des mauvais souvenirs quand même. Et puis de générer tous ces trucs-là, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Vous savez qu'en tant que développeur, on a tendance à faire aussi ce genre de choses. On dit on va faire simple cette fois-ci, puis flûte, on a fait un chef-d'œuvre. Alors si vous êtes qu'un peu comme ça, si vous pouvez pas vous empêcher, c'est pas très pro, mais plutôt décharger votre énergie sur le code de diagramme plutôt que votre code de prod. Ce sera mieux pour tout le monde et vos collègues. Donc là, on a dit à ce niveau-là, par contre, donc on va embrayer sur la deuxième partie du talk. Ce qui est, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est en fait de l'anecdote. Mais une fois que vous avez envie de le faire, vous allez découvrir un autre truc. Vous essayez, je vous ai convaincu, là, vous avez envie de faire un living diagram, vous arrivez chez vous, sur votre projet, vous essayez et... Oh non, on peut pas, c'est pas possible, ça marche pas. C'est vraiment très dur à faire. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, en fait, c'est un signal. Ça veut dire que votre documentation commence à vous parler, à vous dire, mon gars, je connais pas d'équivalent pour une fille, mais il y a un problème dans ton code. Le design n'est pas clair, c'est pas compatible avec tout ce que Cyril a décrit dans son talk. Vous essayez de récupérer le savoir métier, le nommage métier, le glossaire à partir de votre code, mais vous n'arrivez pas. Peut-être que le langage métier est complètement perdu. Peut-être qu'il est traduit, perdu, mélangé avec tellement d'autres choses que vous n'arrivez pas à le défaire, à le retrouver. En fait, ça veut dire qu'en fait, vous avez tout mélangé. Ça veut dire que vous faites évidemment des DD-wrong. Donc en fait, on parle souvent en TDD, si c'est dur d'écrire un test, c'est que le design craint. On fait faire la même chose ici. Si c'est dur de faire une documentation automatique, c'est aussi que votre design craint. Et donc le process, on arrive à un process que j'appelle au-delà de la documentation. C'est le deuxième effet qui se coule de la documentation, c'est de révéler les faiblesses, le manque de structure et le manque d'informations, de structure, même de décisions délibérées dans votre code. C'est un peu comme ça. Vous croyez que tout va bien et finalement, mais en fait c'est un mirage. Vous n'êtes pas aussi beau que prévu. C'est un reality check. Vous croyez que votre code est bon et en fait, d'essayer de faire la doc, ça vous rappelle la dure réalité que c'est pas vrai.
Donc par exemple, en matière de langage, si vous faites un petit word cloud sur votre code, vous retirez la ponctuation Java et tout ça, si vous trouvez ça, c'est qu'en fait, c'est que ça craint. Si vous trouvez ça, vous reconnaissez les termes métiers, c'est déjà mieux, vous avez plus de chances de réussir à faire un diagramme, un glossaire automatique à partir de tout ça. La même chose pour les living diagrams. Vous essayez de générer un diagramme qui représente votre design, vous n'y arrivez pas? Peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est que votre design. Peut-être qu'il a juste été fait, ça marche, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est organisé comme ça parce que, et on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'en fait, certains dans l'équipe travaillent comme ça. I have no idea what I'm doing, mais ça marche, j'arrête. Moi, je suis en train de vous encourager à faire le contraire. Et en essayant de documenter, on s'aperçoit que plus je sais ce que je fais, plus c'est facile de le documenter parce que j'ai plus qu'à dire j'ai fait ça, ça s'appelle comme ça, et c'est fini. J'ai fait de l'hexagonal, j'ai tout dit. J'ai fait de l'hexagonal, voici l'intérieur, le reste c'est l'extérieur. J'ai raconté, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Et sur cet exemple d'hexagonal, en fait, je ne vous ai pas tout dit, il y avait une règle quand même, c'est qu'en plus, les dépendances doivent aller vers l'intérieur. Vous générez vos diagrammes, vous regardez bien, et là, il y a une flèche qui sort. Oups! On va débugger grâce à notre diagramme. Donc, bien sûr, vous générez, première passe, vous n'êtes pas content, il ne faut pas changer l'outil de génération, il faut changer le code. Ça permet d'améliorer votre design. Un autre effet, c'est qu'en montrant des diagrammes aux autres autour de l'équipe de développement, si vous êtes en train d'essayer de convaincre qu'il y a un gros problème de qualité, vous montrez ça, tout le monde a compris. Donc ça permet de mettre la pression visuellement. Ça, je ne vais pas insister. Et un autre aspect, c'est que parfois, il y a des choses, il faut les documenter, mais en fait, il suffirait de régler le problème, et puis il n'y a plus rien à dire. Là, les boutons, là, il n'y a pas besoin de label. En tout cas, on ne veut pas faire la doc à la fin, on veut le faire en même temps qu'on fait tout le reste. Et j'observe que quand on fait ça, l'essentiel, c'est d'avoir les compétences qui vont servir à faire la meilleure doc. Finalement, par définition, c'est les mêmes compétences qui font que vous faites un meilleur design. Les compétences de design sont essentielles, elles servent à tout. Et quand on fait tout ça, la documentation, on l'a gratuite à côté. Finalement, il n'y a plus grand-chose à faire pour terminer le travail. Et ça, c'est cool. Donc, c'est le temps de conclure. Et donc, ma première conclusion, c'est acheter mon livre sur la documentation vivante. Il est déjà sur l'INPUB. Vous pouvez l'acheter à 0. Vous tirez le curseur à 0 € et vous le prenez. Ça m'intéresse aussi pour faire monter les compteurs, ce qui est bon pour le marketing. La documentation, en fait, elle est partout. C'est un sujet qui est quand même omniprésent pour accélérer le travail de demain. Vous avez bien vu jusqu'à présent que j'ai insisté finalement que la plupart du savoir, il est là, dans le code. La définition, on livre un code. Le code, il a le savoir à l'intérieur. Votre source a des tonnes de savoir à l'intérieur. Il manque 1%, vous l'ajoutez. Mais donc, tout ce qu'on est en train de dire jusqu'à présent, c'est qu'on essaye de valoriser le savoir qui est déjà là, le mettre dans une forme qui est reverse engineerable, réutilisable, valorisable. Et pour que vous ayez bien ça à l'esprit, le savoir est déjà là, il veut juste sortir, break free. Je vous mets cette image. Vous avez la chanson en tête, c'est bon, ça ne vous quittera plus maintenant. Et grâce à ça, la documentation, on va la rendre fun again. Et puis donc, ça va groover baby. Et donc tout ça, en fait, c'est pas une histoire de technique particulière, c'est que des exemples, ce qu'on vient de voir. Vous pouvez inventer vos propres choses. J'aimerais bien d'ailleurs en savoir plus sur vos expérimentations, ce qui va nous permettre de pousser la doc jusqu'au bout et donc de vivre plus heureux tous ensemble avec nos interlocuteurs et notre code. Merci de votre attention. Il nous reste 1 minute 40 pour des questions. Allez, ils sont bien les chatons. Là. Oui. J'entends pas bien. C'est avec Cucumber BDD Wiki. Ah, fitness. Ouais. Et ça. Donc là, c'est sur la partie spec, la partie comportement métier. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est qu'un détail parce que. Ah, donc oui, la question, c'est on a déjà utilisé fitness et fitness, il semblerait un avantage. Donc ce serait que c'est pas forcément le développeur qui écrit tout, contrairement à Cucumber ou à d'autres process. Alors, là, je dois vraiment insister sur le fait que BDD, l'important, c'est que tout le monde se parle pour définir les phrases, les exemples sous forme de langage naturel. Après, celui qui l'écrit dans l'outil, Fitness, Cucumber, c'est un détail anecdotique.
ça n'a pas de grande importance. C'est vrai qu'avec Cucumber, ce sera un développeur qui va l'écrire, c'est certain, parce que c'est quand même formel, même si c'est de l'anglais, mais il faut mettre les bons espaces au bon endroit, tout ça. Dans Fitness, quelqu'un d'autre peut l'écrire, mais c'est un détail, l'important c'est que ce soit écrit au nom de tous les autres, au nom de tout le monde. Billet, testeur, développeur, quand il y a un billet ou des testeurs. Les Free Amigos, ça doit être collégial. Ça, c'est super important sur BDD. Mais là, c'est une question BDD, finalement. D'autres questions? Vous êtes libre, hein, le temps n'est pas échu d'ailleurs encore, mais... Ah si, il vient d'être échu. Ouais. Oui, dernière question. C'est pas facile, ça c'est sûr. Hein. C'est vraiment pas facile. Sur un existant, c'est par les tests qu'on va y arriver dans un premier temps. Parce que le code est tellement historique que la structure, il en manque vraiment tellement de structure, on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Donc parce que, évidemment, ça c'est possible que si la structure est littéralement belle au point de mettre un couvert transparent autour. La living documentation, en d'autres termes, c'est quasiment de mettre un capot transparent autour du code pour que tout le monde le voit dans sa beauté directement. Et s'il n'est pas beau, c'est tout, on n'arrivera jamais. Il faudra mettre un capot opaque. Et donc, il n'y en a pas beaucoup d'infos. Ouais, une belle living documentation, c'est un peu comme un bel iMac transparent, on voit à travers, et c'est beau, et on est fier de ce qui est dedans. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est le but réel de living documentation. C'est pas tant la doc que de valoriser quand le design est beau, et à l'inverse, d'encourager à soigner son design en le rendant visible, et donc la fierté du développeur faisant le reste, le design s'améliore. Touché. Bien, pour les questions suivantes, ce sera donc à la porte sans micro. Merci, mais je suis ravi de répondre à toutes les questions à côté encore.